merci d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre. Certains d'entre vous étaient déjà il y a quelques mois dans un autre cadre. Donc merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je ne vais pas être très longue parce que c'est pas à moi que la parole revient pour commencer, mais voilà, je voulais quand même vous dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans le cadre d'une réunion publique de lancement. Alors, on va faire un petit privilège à ceux qui parlent au micro pour que vous m'entendiez mieux. Je crois que c'est un petit plaisir aussi pour m'emmener. Donc ce soir, une réunion publique de lancement pour une concertation préalable sous l'égide de la CNDP, et on en parlera un peu plus en détail dans quelques minutes, qui a vocation à accompagner le projet de modernisation de la cimenterie d'Herbeau. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation et dans les prises de parole, on va peut-être laisser la parole à Olivier Fouillet qui nous a fait la gentillesse de venir ouvrir cette séance. Alors déjà parce que nous sommes avant tout dans sa ville, dans sa communauté de communes. Donc c'était important qu'on lui donne un petit mot d'introduction et puis ensuite on démarrera rapidement sur la présentation de cette soirée et des intervenants qui nous entourent. Monsieur Fouillet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, on m'a demandé de faire un petit mot d'introduction par rapport à cette concertation préalable publique dans le cadre du projet de modernisation de la cimenterie. Alors effectivement, c'est un projet qu'on commence à bien connaître sur le territoire d'Herbeau et sur la rue des Val-du-Toué. C'est un projet qui me tient à cœur, et c'est un projet qui nous tient à cœur. J'associerai bien entendu les élus d'Herbeau, mais aussi les élus d'Herbeau et Val-du-Toué et la communauté de communes, puisque vous savez que même si les procédures ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'on avait, dans le cadre d'une première réunion publique il y a quelques semaines, quelques mois, mais il y a quelques semaines, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Herbeau, emportée par la déclaration du projet de la cimenterie. Déjà, une première concertation du public qui s'est faite, et chacun a pu mesurer dans le cadre des différentes délibérations qu'on a prises au sein de la communauté de communes du haut niveau d'adhésion, puisque à chaque fois les délibérations ont été prises à l'unanimité des membres élus, et c'est quand même relativement important que de se sentir soutenu à la fois par les élus qui m'entourent dans les deux institutions, mais aussi à la fois que les élus suivent avec intérêt le projet. Ce projet nous paraît forcément tout à fait important à ce qu'il puisse voir le jour pour l'économie du territoire. Je ne le cacherai pas, on sait combien depuis 100 ans maintenant la cimenterie est quelque chose d'important sur notre territoire, important dans le cadre bien sûr des emplois qu'elle génère, directs et indirects, puisque c'est 400-450 emplois et quelquefois on doit valoriser en nombre d'heures travailler sur le territoire. Donc forcément, c'est, je veux dire, le premier employeur du territoire. Et puis, c'est un projet qui avait déjà émergé dans les années 90 avec un projet 2000, il me semble. Moi, je n'étais pas aux affaires à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui n'avait, on va dire, pas abouti, malheureusement pas, en tout cas qui n'avait pas abouti. Et là, aujourd'hui, il y a un projet 2025, Herbeau 2025. C'est un projet qui va vous être présenté, sans vouloir déflorer, de mise en place d'une nouvelle ligne de production qui va remplacer les deux lignes anciennes de production, qui va permettre à la fois de stabiliser l'emploi, de stabiliser la production et la valeur ajoutée sur nos territoires. Et je pense que c'est très important de conserver la valeur ajoutée et des productions sur les territoires, et pas forcément avoir de la production qui se fait ex nihilo sur d'autres continents et qui arrive en produit fini, parce que ce n'est pas forcément là où on crée le plus de valeur ajoutée, le plus d'emplois. Et puis, c'est aussi atteindre des orientations sociétales, mais aussi environnementales importantes. Et ça aussi, ça va vous être présenté par rapport au rejet atmosphérique notamment, et la pollution du CSR, etc. Donc, il y a tout un volet aussi en termes de circuit court, puisque comment on valorise les CSR qui sortent de nos poubelles directement à la cimenterie, et comment tout ça est très bien calibré dans le cadre d'un projet novateur et qui en fera une cimenterie, je l'espère. J'aurai l'occasion d'inaugurer dans ce mandat, je l'espère, une cimenterie qui sera vraiment au top du top au niveau national, voire international et européen. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis bien le projet, il me semble, sur lequel on a essayé d'aligner
tout ce qu'il fallait, y compris pour la filière d'Amaillon à un moment donné et à un autre où j'ai pu intervenir aussi avec le conseil départemental. Donc voilà comment tous les élus, et j'en parlais ne serait-ce que ce midi avec la nouvelle présidente du département, en invitant à venir visiter la cimenterie et prendre connaissance du beau projet qui est porté à l'Hervaux. Donc vous aurez compris, et je pense que dans toutes les interventions que j'ai pu faire, orales comme écrites, combien je m'associe à porter ce projet pour notre territoire commun de la Côte d'Azur. Voilà, donc bonne réunion à toutes et à tous, et puis merci aux deux représentants de la CNDP que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs dizaines de fois, d'être sur la route. Merci beaucoup, Monsieur Pouillet. Très rapidement, à quoi sert une réunion de lancement telle que nous la vivons ce soir? C'est une des réunions qui vous seront proposées au cours des prochains mois, puisque vous avez pu le voir dans les différents supports, on est dans une concertation préalable qui s'inscrit sur un temps relativement long, du 1er juillet au 24 septembre. Donc aujourd'hui, finalement, c'est le premier temps qu'on vous propose pour se rencontrer, pour que vous puissiez rencontrer à la fois l'équipe projet, mais aussi les garants de la concertation, puisqu'ils ont une part tout à fait importante et précise dans ce processus. Donc à quoi sert une réunion de lancement? Elle sert déjà à présenter le projet, à le présenter de manière humanisée, complète, aussi dans l'interaction avec vous, parce que ça vous permet de réagir et de questionner le projet en direct avec des intervenants qui peuvent vous apporter, je l'espère, les réponses que vous attendez. S'il n'y a pas réponse tout de suite, elles viendront ensuite et on prend bien sûr l'engagement d'y répondre d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est aussi un temps pour vous expliquer ce qu'est la concertation préalable, puisque c'est une procédure très particulière qui différencie, et j'en profite pour faire le pont avec ce que disait M. Fouillet tout à l'heure, c'est une procédure qui se différencie de celle que nous avons vécue sur l'Hervaudet au mois d'avril et qui accompagnait une procédure vraiment typiquement d'urbanisme. Là, on est sur le projet, la concertation autour du projet dans sa globalité. On y reviendra bien sûr, et puis je pense que le volet concertation porte tout son sens en donnant la parole aux différents garants. Donc pour ce soir, nos intervenants, je vais commencer par ces messieurs pour finir par nos premiers intervenants. Donc Bruno Manivet qui est directeur de la cimenterie d'Hervaux, Bernard Ville qui est responsable performance de la cimenterie d'Hervaux, et puis je terminerai par eux pour mieux leur laisser la parole, Emmanuel Crépeau et Claude Renou qui sont les deux garants nommés par la CNDP pour accompagner cette procédure de concertation préalable. Donc on va leur laisser la parole pour qu'ils puissent voilà, vous expliquer leur rôle, la place qu'ils vont prendre et quelle est leur mission sur cette concertation. On vous laisse la parole. Oui, bonsoir, Claude Renou. Merci d'abord Madame Bocard pour cette présentation. Donc Claude Renou, j'ai déjà un certain âge, pas encore certain, mais un certain âge. J'ai un parcours professionnel, notamment à la RATP, de plus de 30 ans, où j'ai fini dans l'encadrement. Parallèlement, j'ai eu aussi une vie publique, dans le sens où j'étais un élu municipal pendant 21 ans, donc 15 ans comme maire. Et ensuite, à partir de la retraite, qui était en 2000, pendant 21 ans, j'ai été commissaire enquêteur. J'ai fait énormément d'enquêtes de tous les sujets, sur tous les, même président de commission et autres, et je suis garant depuis 5 ans, et depuis 4 ans par contre, 2017, et c'est ma 5e mission de garant, avec quand même une certaine expérience. La CNDP, rapidement, c'est une commission nationale donc indépendante, qui a été créée en 1998, qui a eu son indépendance définie en 2002 et qui a eu sa fonction et ses pouvoirs fortement renforcés suite à l'ordonnance de 2016. Toutes les prescriptions qui sont dans cette ordonnance de 2016 ont été transcrites dans le droit français et notamment dans le Code de l'environnement en 2017. Nous sommes dans une procédure, comme l'a dit Mme Beaufort, dans une valeur réglementaire, en fonction, et notamment l'enveloppe financière du projet étant entre 150 et 300 millions, la CNDP
avait le choix d'organiser ou un débat public ou une concertation préalable, et avait défini que la concertation préalable avec 2 garants était le plus à même de mener ce projet au mieux. Nous avons déposé, alors la suite, je passerai à ma collègue, parce que je ne vais pas parler tout seul, mais nous avons mis sur vos sièges donc, un formulaire, qui est un formulaire CNDD, qui ne vous interroge pas sur le projet, qui vous interroge sur la concertation, son processus, et qui vous demande ce que vous en pensez. Vous avez juste une petite case à remplir, et je vous demanderai, si vous voulez bien, donc, de prendre 1 ou 2 minutes pour le compléter, et nous le remettre dans cette corbeille avant de partir. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réunion, et je passe la suite à ma collègue. Merci Claude. Donc Manuel Crépeau, donc garante auprès de Claude sur cette mission. Donc pour revenir un peu sur notre fonction précise ici, si vous pouvez passer les diapos, merci. Alors on est effectivement là pour assurer en fait les principes fondamentaux de participation et d'information du public. Donc dans cette procédure en particulier, la question importante pour nous, c'est d'assurer la transparence, que toutes les informations qui soient transmises à l'ensemble du public pendant ces temps-là, mais aussi sur le site, ou dans les différents dispositifs qui sont proposés, soient de qualité, soient sincères. Donc cette transparence-là, elle est importante aussi pour pouvoir contribuer, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un avis sur un projet, le connaître, c'est aussi important que vous soyez assuré que tout vous est bien expliqué et que de façon claire. On est là aussi pour s'assurer que chacun puisse s'exprimer. Alors vous êtes aussi présents, vous êtes déplacés, on vous en remercie, mais on a sans doute sur le territoire d'autres personnes qui ont des choses à dire, qui ont des questions à poser. Donc on est là aussi pour s'assurer que ce soit possible, quelle que soit aujourd'hui l'implication d'intérêt pour le projet, que durant tout le temps de la concertation, il y ait cette possibilité-là. Et puis on est là aussi pour faire en sorte que lorsqu'il y a des prises de parole, chacun puisse argumenter, expliquer, puisse avoir un temps d'écoute et une prise en compte qui soit là avec elle. Alors notre fonction aussi, on est effectivement des personnes indépendantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis sur le projet, en tout cas pas d'avis à donner. On est là pour assurer simplement la formation et la participation du public. On est là pour s'assurer que cette concertation elle se déroule au mieux. C'est pour ça notamment que vous avez ces petites feuilles d'évaluation qui sont sur vos chaises. Cette idée-là de dire, ben voilà, tout a vraiment été fait pour que tout le monde puisse participer. Tout a vraiment été fait pour que tout le monde puisse contribuer, écouter, entendu. Et qu'on puisse effectivement avoir une écoute particulière de chacun d'entre vous. C'est aussi notre fonction, c'est-à-dire que si vous avez des questions particulières, des choses liées au dispositif de la concertation qui vous posent question, vous pouvez nous joindre directement. Il y a un mail qui est à votre disposition sur le site de Claude Remond de moi-même. Et on est là aussi pour ça, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a réalisé, certains d'entre vous nous ont rencontrés, nous connaissent, parce qu'on a réalisé une étude de contexte, en fait, au mois de mars-avril. On a rencontré un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Ça nous a permis aussi de... Voilà, on n'est pas du coin, on ne connaît pas le projet, donc ça nous a vraiment permis de bien comprendre la situation et surtout de pouvoir veiller à ce que le dispositif qui est proposé pour participer soit vraiment en accord et réponde bien aux enjeux du projet sur le territoire. Et puis, à terme, à la fin de la concertation, en fait, on sera invité, on sera amené même à rédiger un bilan de la concertation. Donc, ça va être de façon assez concrète. Voilà le nombre de personnes qui vont contribuer, ce qui a été dit. Et puis aussi, on relèvera de façon assez précise toutes les questions, toutes les propositions qu'on mettra en regard avec les réponses du maître d'ouvrage et avec les arguments qui ont pu être posés face à ces questions et à ces réponses. Donc on est vraiment là dans un processus où la parole, elle est non seulement entendue pendant le dialogue, mais elle est aussi consignée et elle est aussi inscrite, on va dire, dans la procédure globale, puisque notre bilan il va être mis en ligne, il sera accessible par tous, et c'est un élément constitutif pour suivre ensuite la procédure de dépôt du dossier de modernisation de la cimenterie. Voilà. Donc vous avez ici mon mail, ils sont aussi sur le site qui est dédié à la concertation.
vous avez pu peut-être voir ou en tout cas consulter ce site qui s'appelle concertation-ergo2025.fr. Merci beaucoup, Madame Crépeau. Donc, très rapidement, et on en a fait une introduction déjà, mais pour vous montrer un peu dans l'espace-temps comment se positionnent ces procédures de manière très schématique, on est bien sur un calendrier de plusieurs procédures qui se juxtaposent. Elles ont toutes la même fonction. C'est vous informer, vous écouter, mettre à disposition tous les outils, les moments qui sont nécessaires pour permettre justement cette information, cette écoute. Et comme le disait Madame Crépeau, la prise en compte effective de la parole et de la contribution, quel qu'en soit le modèle. Donc une première concertation dédiée au plan local de l'urbanisme qui a été proposée sur avril-mai. Certains d'entre vous l'ont vécu et ont contribué. Une concertation dédiée au projet qui démarre donc depuis le 1er juillet jusqu'au 24 septembre. Et puis ces deux procédures convergeront vers l'étape réglementaire finale qui est l'enquête publique conjointe et qui sera le moment où l'ensemble des éléments à la fois de concertation mais aussi du projet qui sera affiné de l'ensemble de ces temps de concertation sera proposé lors de cette enquête publique. Voilà pour les éléments globaux. Vous dire que l'on a évoqué depuis tout à l'heure un certain nombre d'éléments de modalités pour participer, pour s'informer au cours de cette procédure. On vous en livre ici une vision. Sachez que l'intégralité de ces modalités sont à votre disposition si vous ne l'avez pas déjà pris à la sortie de la salle sur des petits supports synthèse. Vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments. Donc je vous en livre vraiment les grandes lignes. Les réunions publiques, celle de ce soir qui est le lancement. La réunion publique qui sera celle de la fin de la concertation, donc plutôt fin septembre, et qui sont voilà, des temps plutôt collectifs, généraux, pour s'imprégner à la fois du projet et puis surtout capter les grands enseignements. Et nous aurons 3 ateliers thématiques. C'est peut-être là où on ira un peu plus loin que la matière qui vous est mise à disposition pour le moment. Ce sont des ateliers qui, chacun, permettront à la fois d'approfondir des sujets et de vous questionner sur ces sujets de manière un peu plus précise. Donc ça sera intéressant d'aller vraiment creuser certains aspects du projet à l'occasion de ces 3 ateliers thématiques, dont un se passera lundi prochain et les 2 autres au mois de septembre. Vous sont également proposées des permanences d'information, donc peut-être que certains ont croisé Bruno Manivet, Bernard Billy et notre garante Emmanuelle Crépeau au marché d'Ergo samedi dernier. Le même exercice sera reproduit samedi prochain et puis un autre sur fin août, ce qu'on appelle des permanences mobiles qui permettent d'aller à votre rencontre sans forcément que vous ayez fait la démarche de venir. Il y a également des permanences téléphoniques pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir questionner le projet et apporter des contributions. Donc des permanences sont assurées toutes les semaines à cet effet. Et puis des permanences physiques où on est là à votre écoute, où on a des supports d'information, où on a ces messieurs qui sont là aussi pour vous écouter, répondre à vos questions. Dans la salle du CCAS d'Ergo, sur l'ensemble de la concertation, sur un créneau de 2 heures. Donc c'est aussi le moment pour venir à la rencontre du projet. Autre élément, visite de la cimenterie, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de les réaliser, enfin d'organiser une du moins quand elles ont été proposées pour les 100 ans. 2 dates sont ouvertes sur l'inscription bien évidemment pour participer à des visites de la cimenterie début septembre. Derniers éléments et non des moindres, pour cette fois-ci non pas s'informer mais contribuer de manière effective. Les registres de contribution, vous en avez une version numérique sur le site internet du projet. C'est un site qui rassemble à la fois toute l'information, mais qui est aussi un véritable espace d'échange, à la fois entre vous au travers d'un forum, mais aussi avec un registre qui est un élément réglementaire qui permet de positionner des contributions et de les acter sans aucune altération, sans aucune censure. Ils sont pris et directement publiés tels quels. Sont également disponibles des registres dans les différentes mairies, alors la communauté de communes d'une part, mais aussi toutes les mairies qui la composent. Donc, vous pouvez retrouver ces registres à votre disposition. Par courrier électronique, donc l'adresse s'affiche ici, mais à nouveau sur le site internet, vous pouvez très bien contacter directement à la fois le maître d'ouvrage Simon Calcia, mais aussi très directement les garants de la concertation. Par courrier libre-réponse, donc le principe du libre-réponse, c'est que vous écrivez votre courrier, vous n'affranchissez pas, vous mettez juste l'adresse qui s'affiche et vous la postez. Ça vous permet de recevoir votre contribution gratuitement pour vous et de manière assez rapide. Ça permet aux personnes qui sont un petit peu éloignées du numérique de pouvoir malgré tout faire connaître leur avis.
Et puis, on a mis de côté quelque chose qui n'est pas une concertation ouverte au grand public comme ce soir. Ce sont des concertations plus ciblées qui sont organisées à destination de publics spécifiques. Typiquement avec la commission de concertation et de suivi de l'environnement, qui est composée de différents acteurs institutionnels ou associatifs et qui seront rencontrés d'une manière plus particulière à l'occasion d'une réunion. Et puis, avec les salariés de la cimenterie, des réunions d'information sont conduites déjà de manière régulière, mais notamment récemment sur le sujet du projet. Donc, ce sont des points d'information qui sont proposés de manière régulière, à l'occasion desquels, me semble-t-il, vous avez déjà organisé quelques échanges et quelques questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer, puisqu'à la cimenterie, puisque je sais que vous avez quelques représentants de la cimenterie ce soir, à la cimenterie, vous disposez d'un espace de contribution avec un registre, un dossier de concertation. Vous êtes un lieu de concertation à part entière. Donc, en tant que salarié, vous avez aussi capacité à vous exprimer sur votre lieu de travail. Je crois que j'en finis avec ce monologue insupportable. Je vais lâcher la parole et la laisser à ces messieurs. Juste vous dire qu'on va avoir 2 temps de présentation. Un qui concerne le site actuel et les nouveaux besoins, à l'issue duquel on fera une pause pour prendre vos questions si vous en avez. Puis on aura un deuxième temps vraiment dédié aux éléments d'évolution et de modernisation, tel que le projet les prévoit, et à l'issue duquel on aura un nouveau temps de questions-réponses. Donc voilà, ce sera 2 temps un petit peu restreints, donc on passera vite aux échanges. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à ces moments-là à demander la parole. J'en termine là, messieurs, c'est à vous. Je n'ai plus de souffle. Merci Diane. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette réunion. Je me présente, je suis Louis Maïvé, mon directeur de la cimenterie, ça a déjà été fait. Mais c'est une belle introduction. Donc dans un premier temps, on va vous parler de notre situation actuelle et déjà qui nous sommes. Donc en termes de groupe, on est le groupe Cimentecia, qui est la filiale française du groupe Heidelberg Cement, qui est un des acteurs principaux des matériaux de construction dans le monde, puisque Heidelberg Cement, nous sommes aujourd'hui le premier acteur au niveau du béton, au niveau mondial, premier au niveau du granulat et deuxième au niveau du ciment. Concrètement, ça représente donc une présence sur 50 pays, un peu plus de 3000 sites et un peu plus de 53 000 employés. Donc Cimentecia est le pendant français de Heidelberg Cement, leader sur le marché, avec une présence de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cimenteries et nos lieux globalement de production de ciment ont un marché qui est très local. C'est pour ça qu'on parle d'acteurs de proximité et un maillage sur le territoire qui permet pour autant de pallier la totalité du territoire, puisque nous avons 10 sites de production et 10 usines et 6 centres de distribution. Donc une volonté forte du groupe, c'est d'être un acteur majeur sur la réduction de l'empreinte carbone. Et dans ce cadre-là, le groupe a publié une feuille de route de la décarbonation, donc la réduction de l'empreinte carbone, qui vise à la neutralité béton sur son cycle de vie en 2050. Une expression concrète de cette feuille de route en France est l'approbation d'un investissement de 400 millions d'euros sur le territoire, dont 300 millions d'euros dévolus à la cimenterie, environ 300 millions d'euros. Donc cet investissement majeur sur notre usine permettra à notre usine de devenir au final une référence en Europe d'un point de vue de décarbonation et de porter globalement les valeurs du groupe qui sont donc la réduction de l'empreinte carbone, le développement de l'économie circulaire, vous allez voir après, et une forte intégration locale, puisque le site sera comme aujourd'hui 100% intégré, de la production donc, de l'abattage en fait en carrière du matériau jusqu'aux expéditions. Donc si on va un peu plus dans le détail sur la cimenterie d'Arvaux, vous savez, on a eu le plaisir de fêter les 100 ans de la cimenterie il y a 2 ans, on a 102 ans exactement. Donc l'usine a été créée en 1919 et donc aujourd'hui c'est une production moyenne annuelle de 830 000 tonnes de ciment environ. Il y a des années où on a pu en faire plus. L'usine a ainsi été directement contributeur sur des chantiers prestigieux tels que le pont de Chéviré, le théâtre de Saint-Nazaire, mais c'est aussi chaque année des milliers de logements collectifs ou de maisons individuelles qui peuvent être construites grâce à notre activité. D'un point de vue clientèle, au final, c'est environ 300 clients de la filiale béton que l'on trouve à 200-250 km autour de l'usine, donc à la croisée des 4 régions que sont donc, la Bretagne, la Sud-Bretagne, Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. 300 donc, métiers de la filiale béton
dans des domaines assez variés, qui peuvent être la préfabrication, les centrales de béton prêtes à l'emploi, les grandes surfaces de bricolage, les travaux publics. Au niveau local, la cimenterie d'Arvaux est un acteur majeur de l'économie locale, avec déjà, d'un point de vue emploi direct, un peu plus de 130 emplois sur le site, dans des domaines très variés du fait de notre intégration. Donc, on va avoir le fermier. Vous m'entendez? Donc, je disais les métiers dans la carrière, les métiers dans la production, en maintenance mécanique, maintenance électrique, laboratoire, expédition, sécurité, qualité, environnement. Donc, voilà, vraiment une logique intégrée. Mais aussi des emplois indirects. Monsieur le maire en parlait plus tôt, avec un peu plus de 300 emplois indirects. Et en termes d'heures, vous savez qu'on a l'habitude de parler aussi des heures générées sur le territoire. Donc, un peu plus de 600 000 heures de travail au final qui sont générées sur le territoire, du fait de la sous-traitance qu'on peut avoir en maintenance, mais aussi dans les transports de l'énergie. Voilà. Bernard, maintenant, va vous présenter le fonctionnement du site actuel, qui vous servira de base. N'hésitez pas à nous poser des questions, même si on a des experts dans la salle, je le sais déjà, sur le métier. Ça vous permettra de voir après en parallèle quelles sont les innovations qui vont être mises en place. Merci. Donc le procédé actuel, c'est un procédé qui date des années entre 60 et 70. Les deux fours ont été construits dans cette période-là. Donc ça commence sur la gauche par le concassage, c'est-à-dire la matière qui a été abattue en carrière, où on se retrouve avec des blocs de 80 cm, sont concassés, donc on les réduit à une dimension de 80-100 mm. Ensuite, cette matière-là, elle est stockée dans un hall. Ensuite, on fabrique ce que l'on appelle le cru. Donc le cru, c'est quoi? C'est la matière première qui vient de la carrière, donc du calcaire et des carrières, puisqu'on en a 3 carrières, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Donc il y a la carrière du fief d'argent et les 2 carrières d'argile. Donc pour fabriquer le cru, on va prendre le calcaire et des argiles et on va y ajouter ce que l'on appelle des correctifs. Donc les correctifs, c'est du sable, de l'alumine et du fer, pour avoir une composition chimique à la fin du broyage cru qui est définie par des modules que l'on maîtrise, que l'on essaie de maîtriser au mieux. Les modules étant déterminant une composition chimique de la matière. Le broyage cru, c'est quoi? Pour l'instant, c'est un gros tube qui tourne avec des boulets à l'intérieur et qui, sous l'effet des chocs des boulets, la matière sort du broyage cru avec ce qu'on appelle de la farine. Ça ressemble un peu à de la farine alimentaire, sauf que c'est pas tout à fait aussi blanc. Et donc ensuite, on stocke ça dans les silos qui sont juste après le mot broyage, juste au-dessus, qui sont des silos d'homogénéisation. Donc les silos d'homogénéisation, l'objectif c'est de stabiliser, d'avoir une composition chimique la plus stable possible pour pouvoir la cuire le mieux possible. Il faut que la recette soit la plus stable possible et la mieux connue possible. Ensuite, le procédé qui est utilisé, donc là c'est un procédé qui est assez ancien, c'est ce que l'on appelle une grille de pôle. Donc c'est un préchauffage, donc c'est la partie qui se trouve entre le silo et le tube horizontal gris. Donc la grille de pôle, ça fonctionne comment? On fabrique des granules. Donc la matière première qui a été séchée dans un premier temps dans le broyage cru, on la réhumidifie pour fabriquer les granules. On remet, pour une tonne de matière première, on met 120 litres d'eau. Donc ça fait à peu près 12%. Donc là, vous voyez le problème, on sèche d'un côté et après on réhumidifie, donc il y a quand même un souci du point de vue du process. Donc dans la partie grille de pôle, la matière elle est préchauffée, c'est-à-dire qu'elle passe de 50 degrés quand elle rentre au début et elle sort à 800-850 degrés. Ensuite, les granules tombent dans le four qui est dans le tube gris, qui tourne, qui est légèrement incliné, et plus ça va, plus la matière se rapproche de la flamme. Et en s'approchant de la flamme, la matière est à 1450 degrés, la flamme est à 2000 degrés. Donc, que se passe-t-il dans le four? Le calcaire, sous l'effet de la chaleur, s'est décomposé en deux. Il y a une partie CO2 donc, qui s'en va à la cheminée, et il y a une partie CaO donc, qui reste dans le four. Donc le CaO, c'est ce que l'on appelle la chaux libre.
Et cette chaux libre se combine avec la silice, l'alumine et le fer qu'on a mis dans l'eau. Et ça donne une roche artificielle que l'on appelle le clinker et qui sert à faire le ciment. Donc à la sortie du four, pour garder les propriétés chimiques, physiques du clinker, on fait ce que l'on appelle une trempe, c'est-à-dire qu'on envoie les granules qui sont à 1450 degrés sur la grille et que l'on refroidit avec de l'air froid, de telle sorte à ce que à la sortie du refroidisseur, la matière soit à 80-100 degrés maximum, parce qu'après ça prend des tapis en caoutchouc, donc il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc ensuite on stocke cette matière, on a sur l'usine d'Ernaud, on a 2 gros stocks de clinker, un stock de 90 000 tonnes et un stock de 30 000 tonnes, pour pouvoir passer les arrêts de four, notamment dans la période hivernale. Ensuite, donc, on a du clinker et on fabrique plusieurs qualités de ciment. Alors les qualités de ciment, elles sont définies par quoi? Elles sont définies par la finesse du produit que l'on va produire avec les broyeurs. En fonction de ce que l'on y ajoute, c'est-à-dire qu'on on peut y ajouter du calcaire à 8%, 25% ou 50%. Bon, vous devinez que plus il y a de calcaire, moins c'est résistant. Donc les applications sont évidemment différentes suivant le taux de calcaire qu'il y a dedans. On peut aussi y mettre des cendres volantes de centrales thermiques, du laitier de haut fourneau. Donc tout ça pour avoir des applications différentes. L'usine d'Ernaud fabrique 8 qualités de ciment différentes. Donc, ils s'en vont en fonction des besoins des clients. Donc, le broyeur à cru, là, comme je vous disais, donc, on y ajoute, dans le ciment, on y ajoute aussi du gypse. Dans tous les ciments, on met du clinker et du gypse. Le gypse, le rôle du gypse, c'est de réguler la vitesse de la prise. Si on ne mettait pas de gypse, les maçons n'auraient pas le temps de travailler le béton. Pour faire ça. On y ajoute aussi du sulfate de fer, ça c'est pour un autre aspect, c'est pour un aspect pour la maladie, des maladies de peau vis-à-vis du chrome 6. Et ensuite, donc, une fois qu'on a produit le ciment avec les broyeurs, on la met dans des silos et ce ciment-là s'en va avec soit en vrac, soit en sac. Bon, on expédie à plus de 80% en vrac et donc le reste en sac. Voilà le contexte et le territoire de la cimenterie. Bon, pourquoi ici? Bon, c'est une localisation au cœur du marché dynamique de l'Ouest. Bon, parce que l'Ouest de la France est relativement dynamique en termes de besoins en ciment, en béton, donc en ciment. Il y a une ressource naturelle qui est ici à Ernaud, qui est conséquente. Il y a beaucoup de calcaire, il y a de l'argile pas très loin. Donc, il y a une ressource naturelle. Et puis, un dimensionnement des équipements adaptés, c'est-à-dire que il faut que qu'on soit capable de produire évidemment ce que les clients ont besoin dans la région à plus ou moins longue distance. Notre marché, c'est plutôt vers la Bretagne, le début de la Bretagne, et puis ça descend jusqu'en Charente, et ça va jusque dans l'Inde. Voilà. Je vous passe la parole à Bruno. Merci Bernard. Donc, un constat aujourd'hui, notre industrie, on l'a dit, ça fait 100 ans qu'elle existe, elle est bien ancrée sur le territoire. Pour autant, aujourd'hui, notre activité va apparaître de nouveaux besoins. Donc, il y a 4 besoins majeurs qui sont recensés aujourd'hui. Vous allez voir qui ont un impact sur justement la définition de notre projet. Le premier, et on en a parlé, c'est la réduction de l'empreinte carbone, la décarbonation. Avant de démarrer sur ce point, juste un point de précision qui est important. Vous allez nous entendre parler de décarbonation et de décarbonatation. Donc la décarbonation, c'est la réduction de l'empreinte carbone. La décarbonatation, c'est une réaction chimique qui consiste à enlever la molécule de CO2 du calcaire. Donc, dans notre process, on a une partie décarbonatation, puisqu'on transforme le calcaire en chaux, on enlève la molécule de CO2. Par contre, notre projet, lui, a vocation d'engager la décarbonation, donc la diminution de l'empreinte carbone. Je ne sais pas si tout le monde me suit, mais je pense que c'était un préalable qui était en tout cas important. Donc, aujourd'hui, le monde cimentier, donc notre groupe, a volonté de cheminer vers la neutralité carbone
sur le matériau béton sur son cycle de vie en 2050. Comme je viens de vous l'expliquer, la production du clinker au niveau de l'émission de CO2 n'est pas négligeable, dans ce sens qu'on décarbonate le calcaire, donc décarbonatation, puisqu'on crée de la chaux au milieu du process que vous expliquez Bernard. Et le second point, c'est qu'on a un apport d'énergie qui est important pour permettre la cuisson justement de nos matériaux. Pour autant, notre volonté est de diminuer notre empreinte carbone, et là-dessus, on développe deux axes principaux. Le premier est de substituer les combustibles, qui sont aujourd'hui les combustibles pour partie en tout cas fossiles, on parle de coke, de charbon et de gaz, par des combustibles alternatifs. Et le deuxième, c'est d'utiliser des ajouts dans le ciment pour substituer le clinker, qui lui génère le CO2 du fait de la décarbonisation. Donc la feuille de route et le projet Ergo s'inscrivent totalement justement dans ces deux axes-là. Le deuxième point, c'est le maintien de la compétitivité de l'industrie cimentière. Traditionnellement, les cimenteries en France sont des cimenteries intégrées, en ce sens que, comme je disais, on a l'exploitation de la carrière, maintenant on va l'expliquer, hein, carrière, on fait du cru, on cuit le cru, on sort du clinker, et ce clinker après est utilisé au niveau du broyage ciment pour faire le ciment. Dernièrement, on voit apparaître de nouveaux acteurs qui privilégient des unités qui ne sont pas intégrées, mais qui, au final, ne mettent en œuvre que la fin du processus, à savoir le broyage ciment. Ils achètent du clinker à l'extérieur de l'Union européenne, ils le font, ils l'importent, ils font juste le broyage à la fin de la ligne pour produire le ciment. C'est des schémas économiques qu'on voyait apparaître déjà depuis quelques années sur les ports, et dernièrement, on les voit aussi apparaître sur les terres et dans les terres. La volonté du groupe aujourd'hui, avec notre projet notamment, est de garder notre logique intégrée dans la mesure où elle est génératrice déjà de fortes valeurs ajoutées, puisqu'on a la totalité donc, de la chaîne de production qui est sur site. Elle nous permet de maîtriser la qualité du produit, puisqu'on maîtrise tous les éléments de la chaîne. Et donc, le projet Ergo s'inscrit aussi là-dedans. Dernier point qui est notable, elle permet de développer l'économie circulaire, notamment avec l'utilisation des combustibles alternatifs. Et on va le voir après, notamment l'utilisation des CSR. Point suivant, et là Bernard en a déjà parlé, mais la réponse aux attentes du marché. Ce qu'on peut dire sans être chauvin, c'est que déjà, en France, on a une forte tradition cimentière. Vicat, 1817, est un Français. On a une très très forte tradition. Aujourd'hui, il y a 20 cimenteries en France, il y en a 10 qui appartiennent au groupe. Et globalement, le marché français est le deuxième marché au niveau de l'Europe avec 18 millions de tonnes de ciment. Donc c'est un marché qui est mature, qui permet aussi aux entreprises de renom de construction, entreprises françaises qui sont reconnues à l'international, de pouvoir aller plus loin justement dans les techniques de bâtiment et améliorer la qualité de vie qu'on peut avoir justement avec nos bâtiments. Donc on l'a dit, l'usine Ergo, même logique, sur son territoire, sur son marché, avec les 4 régions à proximité et un marché de l'Ouest qui est quand même particulier. Le dernier point, et il est important, tout aussi important que les autres, c'est les équipements à moderniser. On l'a dit, on en est fiers, notre usine a 102 ans, elle a été construite en 1919, dans les années 70, on avait même les 5 fours qui tournaient en même temps. Elle a eu des phases de modernisation dans les années 80, années 90, on a modernisé leur séchage, on a modernisé les installations de broyage. Dans les années 2000, on a investi près de 20 millions d'euros sur des filtres à manches, qui sont les meilleures techniques disponibles pour filtrer la poussière au niveau des gaz de process. Pour autant, aujourd'hui, on a une majorité des équipements qui méritent une modernisation de façon à pouvoir développer notre productivité et notre efficience. Voilà, je pense qu'on peut passer au temps d'échange. Merci beaucoup, Bruno et Bernard, pour cette première présentation. Juste vous informer que cette première partie, et comme la seconde d'ailleurs, est synthétisée dans le dossier de concertation qui est disponible bien sûr sur le site internet, mais à la sortie, vous avez des petits dépliants qui vous donnent la quintessence, la synthèse de ce que ces messieurs vont vous dire ce soir. Est-ce qu'à l'issue de cette première présentation, il y a des points spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez avoir des éclairages? Est-ce que ça vous pose des questions, des
commentaires? Comme toujours, c'est limpide, donc forcément, ça ne soulève pas de questions. Non, ils ont tous les yeux ouverts, je le vois. Non, non, pas encore. Tout à l'heure, peut-être, mais là, ils ont encore les yeux ouverts. Ok, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on commence la partie sur le projet, et puis si des questions nous viennent dans l'intervalle, on pourra toujours se les poser après tranquillement, on a largement le temps pour le faire. Okay. Alors, du coup, vous êtes repartis, messieurs. Très bien, donc on a vu la situation d'Arvo aujourd'hui et quelles sont les évolutions au final dans notre métier. Maintenant, on va se focaliser donc sur le projet Arvo 2025 et ses enjeux. Vous allez voir, ces enjeux sont nombreux. Les premiers enjeux, voilà, vous avez la slide à l'écran, donc c'est des enjeux environnementaux. On en a parlé, donc la baisse de l'empreinte carbone est une volonté forte au niveau du groupe. Elle est déclinée dans la feuille de route. Et donc l'investissement est une expression sur le territoire. Au-delà de ça, c'est un enjeu globalement de société. Alors, on sait tous que le CO2 aujourd'hui a un impact sur le climat qui est non négligeable. Donc c'est un enjeu global, je dirais, pour notre société. De façon concrète, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour le remettre en place sur Arvo 2025 permettra de diminuer l'empreinte carbone sur ciment d'environ 27%. Un peu plus d'un quart, aujourd'hui, notre empreinte carbone sera effacée sur ciment en 2025 grâce justement à ces nouvelles techniques. Donc ces nouvelles techniques, quelles sont-elles? La première, c'est l'utilisation, vous l'avez juste après, donc, de recours de combustible de substitution, de façon très importante. Aujourd'hui, on utilise déjà les combustibles de substitution, on utilise environ 50% de notre consommation de combustible sont des combustibles de substitution. Demain, on pourra porter à 88% l'utilisation de combustibles de substitution, et notamment l'utilisation de CSR. Alors, vous avez déjà entendu parler de CSR, pour autant, je pense qu'il est important de donner une définition à ces trois initiales. Donc, c'est les combustibles solides de récupération. Combustibles solides de récupération, au final, c'est la valorisation de déchets non dangereux, broyés, type encombrant de déchetterie, bois, plastique. C'est des éléments, pour vous citer un exemple, aujourd'hui le SMITED récupère les déchets dans de Sèvres, réalise un tri de ces déchets, les traite, et ça nous sert aujourd'hui en qualité de combustible que l'on appelle CSR. Donc demain, je vous dis 88% substitution. On augmente aussi la part biomasse. Donc la part biomasse, c'est les combustibles organiques d'origine animale ou végétale. De 4, on multipliera par 4 l'utilisation de la biomasse. Et bien évidemment, c'est des déchets prioritairement du territoire. Au-delà de ça, on a une vraie logique d'économie circulaire, vous allez voir, qui va se développer sur ces filiales de valorisation de déchets. Le troisième point sur les enjeux environnementaux, c'est directement les performances du site. On va avoir un site qui va utiliser ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. C'est les meilleures techniques de process cimentier qui ont fait leur preuve. Et donc cette amélioration de technique, puisqu'on sera sur une technologie de 2025, pour vous donner un titre de comparaison, la ligne Fond 4 est de 1965 et la ligne Fond 5 est de 1968. Donc il y a un vrai gap en termes de technologie. Et donc ces meilleures technologies disponibles nous permettront de diminuer d'environ 14% la consommation thermique de l'automobile nucléaire et de 10% la consommation électrique par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Donc ici aussi, moins d'énergie et donc un impact en termes de CO2. Le deuxième point qui serait relié aussi à la logique environnementale et à la logique réglementaire. Aujourd'hui, donc, nous avons plusieurs gaz qui sont alignés à la cheminée, qui sont suivis d'ailleurs et analysés en continu. Et donc on a deux gaz principaux que sont le premier, le SO2. Je pense que vous avez déjà entendu parler, puisque dans le renouvellement d'autorisation préfectorale, on avait justement le parc SO2. Le SO2, c'est un gaz qui est généré du fait du soufre qu'on peut avoir dans la carrière. C'est un élément chimique qui est présent dans la carrière, dans la partie basse de la carrière. Et donc ce soufre, aujourd'hui, dans notre process, génère du SO2. On a une dérogation d'ailleurs pour les émissions de SO2, comme peuvent avoir toutes les cimenteries et ressources en France. Et donc demain, on aura donc,
un système innovant pour les cimenteries qui s'appelle le laveur de gaz. Et on va injecter au final dans nos gaz un lait de chaux. Alors, on fait juste 5 minutes de chimie, ça va être très très rapide. Mais le lait de chaux va se combiner avec le SO2 pour former du CaSO4, ce qui s'appelle aussi le gypse. Et Bernard vous en a parlé plus tôt, on utilise le gypse dans la production du ciment. Donc de ce fait, on va diminuer les émissions de SO2 à la cheminée et on va récupérer un matériau que l'on va utiliser après dans la production du ciment, grâce donc à ce laveur de gaz. Le deuxième gaz qui est contrôlé en continu, c'est les NOx. Les NOx, c'est ce que vous avez aujourd'hui dans les voitures, quand vous mettez de l'AdBlue, par exemple, dans les camions, c'est pour abaisser les NOx. Donc on a un système qui est relativement équivalent en cimenterie, qui est donc de l'eau ammoniaquée et qui transforme les NOx au final en diazote et en eau, qui sont des éléments que vous avez dans l'atmosphère de façon naturelle. La voie semi-sèche aujourd'hui ne permet pas de faire ça de façon optimale, parce qu'il faut des conditions de température bien précises pour pouvoir réaliser cette combinaison. Et ces températures-là, on les a, mais sur un domaine qui est vraiment très très court en voie semi-sèche. On les a par contre sur une plage relativement large en voie sèche, et donc on pourra abattre de façon plus efficace les NOx que ce qu'on peut le faire. Donc nous avons également des enjeux, bien évidemment, industriels. Le premier est d'améliorer l'efficience des installations et de la production en augmentant notamment la production de clinker. Et vous allez le voir après, Bernard vous l'expliquer, 80% des installations vont être renouvelées, mais globalement la totalité de la ligne de production de clinker va être renouvelée. C'est un point qui est important pour nous parce qu'aujourd'hui à l'usine d'Hervaux, la production de clinker n'est pas homogène avec la production de ciment. On a une capacité de production de ciment qui est très forte à l'usine. On a sorti plus de 1,3 million de tonnes dans les années 2007. Je pense que les transports s'en sont millions. Mais pour autant, on n'est pas capable de pourvoir la production de clinker équivalent. Donc on est obligé d'importer du clinker aujourd'hui pour avoir le complément qui nous permet de produire le ciment dont a besoin le marché. Encore une fois, hein, le ciment qui est produit à Hervaux et le ciment de notre marché. Demain, on portera donc la production de clinker maximale à 1,25 million de tonnes et la production de ciment maximale à 1,65 million de tonnes. Je parle bien de capacité, puisque ce sera régulé encore une fois avec les besoins du marché. Mais en tout cas, on sera homogène et autonome. Et la totalité de notre produit sera réalisée sur le site, ce qui génère également une meilleure maîtrise globalement de la qualité. Donc, deux aspects pour cela. On transformera donc les deux voies semi-sèches en une voie sèche, donc, avec Préca, après, et on modernise aussi les ciments en ajoutant des mélangeurs qui nous permettront de gagner en flexibilité sur la production de ciment. Le marché cimentier, on le sait, il va évoluer, ne serait-ce que pour les logiques CO2 que l'on vient d'évoquer. Donc demain, la norme évoluera et les qualités que l'on va produire évolueront aussi. Le fait de gagner en flexibilité au niveau de l'usine nous permettra rapidement de pouvoir produire ces nouvelles qualités et ainsi de s'adapter aux besoins du marché de demain. Deuxième enjeu qui est, troisième, pardon, quatrième, je ne les compte plus. Enjeu qui est important pour la dynamique locale. Le premier point, c'est de maintenir l'activité sur notre site. Avec la modernisation de l'usine et avec le projet, on pérennise donc l'activité de notre site. Et de ce fait, on pérennise nos emplois, qu'ils soient directs, mais également indirects. Et non seulement on les pérennise, mais en plus on renforce la dynamique locale, notamment avec l'utilisation augmenter des combustibles alternatifs et le développement des filières associées locales de valorisation des déchets. Dans un même temps, on a recours à la sous-traitance locale aussi pour toutes nos activités telles qu'on peut les avoir aujourd'hui. Dernier point qui est important, l'activité du site permettra de maintenir le niveau des recettes fiscales. Enfin, un enjeu humain. Donc le premier, au niveau de notre personnel, est d'assurer la montée en compétences avec l'utilisation des dernières technologies dans le métier. On permettra à chacun, avec la formation adaptée, de pouvoir profiter de toutes les dernières technologies modernes, que ce soit dans les domaines mécaniques, électriques, automatisme, pilotage des installations, etc. De la même façon, le site d'Hervaux, en étant une référence européenne, pourra être aussi souligné d'une attractivité majeure à celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc ce sera un atout encore plus
important pour nous d'un point de vue emploi. D'un point de vue foncier. Donc sur le foncier, vous voyez donc à l'écran la surface donc, de l'usine actuelle, 21,6 hectares que vous avez sur le nord. Vous voyez que le global de l'emprise est de 44 hectares avec le projet, la base et les zones de stockage pour la construction. Alors pourquoi on rajoute au final le projet à l'existant? C'est parce que notre volonté est d'être transparent pour le client. Et ça, c'est très important. Donc, pendant la construction, l'usine continue de produire, les clients continuent à être fournis en silence zéro. Donc l'usine four 6 va se faire à proximité des fours 4 et 5 qui continueront à produire. Et ce n'est qu'à la fin de la production qu'on arrêtera les fours 4 et 5 pour rattacher le four 6 au stockage de clinker qui nous permettra après d'alimenter ici. Un point important aussi, la totalité du foncier appartient au ciment possible. Donc si on doit synthétiser la modernisation et quels sont les trois piliers de notre projet. Le premier, c'est de transformer nos 2 lignes de production voie semi-sèche en une ligne voie sèche avec préca qui correspond, encore une fois, à la meilleure technique disponible aujourd'hui pour faire du ciment. On aura la technologie de pointe entre guillemets qu'on peut avoir pour faire du ciment. La deuxième, et on en a parlé, c'est de pouvoir être flexible pour s'adapter au marché. Et pour ça, donc, on va moderniser les ateliers de broyage, donc en rajoutant ce qu'on appelle des mélangeurs avant les silos produits finis, qui nous permettront d'ajouter les éventuels ajouts qui seront possibles demain dans la nouvelle norme de ciment. Et on modernise également les ateliers de broyage avec une installation qui permet de séparer le produit fini du produit qui n'est pas fini, que l'on appelle le séparateur. Le dernier point, et pas des moindres, donc le traitement des rejets atmosphériques, comme on l'a dit, avec donc la baisse bien évidemment de l'empreinte carbone et l'amélioration globale des rejets, que ce soit SO2, NOx, mais aussi une consommation d'eau diminuée, parce qu'aujourd'hui on est sur une voie semi-sèche, qu'on utilise de l'eau pour faire des granules. Demain, on mettra directement à la cuisson le cru qui sortira donc, du broyeur, et donc on n'aura plus à faire cette utilisation d'eau qui, je demande la confirmation à Bernard, ça doit être ça, représente 190 litres à la tonne de cru, de clinker. Oui, ce fut 16%, merci. On l'a optimisé à tous. Très bien, maintenant je passe la parole à Bernard qui va vous présenter le projet. Donc le procédé va un peu être modifié par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc ça commence toujours par un concassage, la matière première qui vient des carrières, du fiel d'argent pour le calcaire et pour les argiles, donc on va les concasser. Il y aura un stockage de cru qui sera ce que l'on appelle un hall de préhomo. Alors le hall de préhomo, son rôle, c'est on va constituer des tas, et ces tas seront constitués de façon à ce que, la globalité du tas ait la même composition chimique. Elle ne sera pas forcément connue de façon parfaite, mais la composition chimique du tas sera stable. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'un des objectifs pour le cru, c'est d'avoir une composition chimique stable. Donc le stockage du cru sera un peu haut. Ensuite, donc, comme aujourd'hui, on ajoutera le sable, l'alumine et l'oxyde de fer pour avoir la composition chimique souhaitée à l'entrée du broyeur à cru. Et là, c'est un point de changement important par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, un broyeur avec des boulets à l'intérieur qui tournent, qui consomment de l'énergie pour broyer la matière. Le nouveau procédé, donc, ça sera un broyeur à cru que l'on dit vertical. Donc, c'est un peu le principe des moulins des meuniers. Hein. C'est-à-dire qu'on aura des gros galets qui tournent sur qui écrasent la matière sur une piste qui tourne en dessous. Et donc, d'un point de vue électrique, c'est nettement plus efficace en termes de broyage. On divise par 2 pratiquement la consommation électrique pour broyer la même quantité de matière. Cette matière-là, après, elle est évidemment broyée à la finesse que l'on souhaite. À l'intérieur du broyeur à cru, il y a ce que l'on appelle un séparateur. Donc on renvoie les particules grossières vers le bas pour qu'elles refassent un tour entre la piste telle qu'elle est. Et la partie fine, elle s'envole avec le flux gazeux ascendant.
Et ensuite, ce flux gazeux ascendant, eh bien, on le traite par des siphonnages, par des filtres pour récupérer la matière. Donc le broyeur à cru produira 370 tonneurs de cru. Et donc les 370 tonneurs, on les récupérera dans les gaz qui ressortent du broyeur à cru. Ensuite, il y a un silo d'homogénéisation qui n'aura pas tout à fait la même forme qu'aujourd'hui, mais le principe il est le même, c'est-à-dire qu'on met la matière dans un silo et on mélange la matière pour que ce soit toujours la même chose d'un point de vue chimique, quelque chose de stable. Et ensuite, donc, le point le plus changeant par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait un préchauffeur qui était à l'horizontale avec une grille. Demain, donc, ce sera une tour à cyclone. Je reviendrai sur le fonctionnement de la tour à cyclone, le slide suivant. Et ensuite, donc, à la sortie de la tour à cyclone, la matière, elle rentre dans le four à 1000 degrés à peu près. Elle est en partie décarbonatée, c'est-à-dire que le CO2 de la molécule de calcaire s'est envolé et on a la chaux libre qui rentre dans le four. Et comme aujourd'hui, donc le four tourne, la flamme est à 2000 degrés, la matière venant rencontrer la flamme, elle sort à 1450 degrés, après combinaison de la chaux avec la silice aluminium. Ensuite, comme aujourd'hui c'est le même principe, mais ce sera un peu plus performant, il y aura un refroidisseur à clinker. Donc de ce refroidisseur à clinker, le changement par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il sera beaucoup plus efficace en termes de récupération thermique. On met de la matière à 1450 degrés, donc on s'en sert de cette matière à 1450 degrés pour réchauffer des gaz, soit pour la combustion, soit à la tuyère principale, soit à la calcination, je reviendrai tout à l'heure sur la calcination, ou alors pour aller sécher la matière crue au départ. Globalement, pour le séchage du cru, le système de refroidissement du clinker et ce qui sortira de la tour à cyclone sera suffisant pour sécher la matière, sauf dans les périodes hivernales, où il y aura un foyer auxiliaire qui fonctionnera au gaz pour booster un peu les températures en cas de. Ensuite, donc, le clinker, comme aujourd'hui, donc là c'est vraiment comme aujourd'hui, il sera stocké dans les deux silos de 90 000 et 30 000 tonnes qui existent aujourd'hui. On raccordera la sortie du refroidisseur aux deux silos qui existent aujourd'hui. Ce silo clinker, on fera comme aujourd'hui du ciment, donc en y ajoutant toujours du gypse. On fera, enfin, ce qui changera au niveau du broyage ciment, c'est qu'on produira un ciment intermédiaire qui ne sera pas un produit fini, c'est-à-dire que ce sera du clinker broyé avec du gypse, avec quelques éléments complémentaires, mais ce ne sera pas du ciment pur, on appelle ça un ciment OPC. Et entre le broyeur à ciment et les silos, ce qui n'est pas représenté ici sur le schéma, il y a ce que Bruno a dit tout à l'heure, des mélangeurs. Et c'est donc là où on ajoutera le calcaire pour faire des calcaires, des ciments avec 8% ou 25% ou 40% de calcaire. Voilà. Et ensuite, donc, les silos ciment, qui seront les mêmes qu'aujourd'hui, d'où sortiront les camions vrac et où on produira des sacs si nécessaire. Donc la tête de la nouvelle usine, c'est celle-ci. Donc la partie, le gros rond en bas, qui est repéré A, c'est le silo, le stockage polaire de 80 000 tonnes. Le silo qui est repéré C, c'est le silo de 30 000 tonnes. Le B, c'est le broyeur à ciment numéro 9. Et le E, les trois petits silos, ce sont des silos qui seront récupérés. Ce qui est en beige, ce sont des installations d'aujourd'hui qui seront récupérées demain. D'accord ? Tout ce qui est en couleur, qui est un peu au-dessus, il y a les deux cheminées aussi qui, elles, ne seront pas récupérées. Les deux cheminées sont vouées un jour à disparaître. C'est pas dans le projet, mais ça. Et les deux filtres qui sont à côté, donc ça, c'est appelé à disparaître. Donc le concasseur de la nouvelle ligne de cuisson, donc c'est ce qui est en 1, tout à fait en haut à gauche. Ensuite, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc le 2, c'est le hall de préau où il y aura 4 tas, 2 tas de calcaire, 2 tas de marge et un tas de calcaire pur pour le ciment. Ensuite, cette matière-là, elle vient tout à fait sur la droite, la partie grise
qui est ce que l'on appelle, enfin ce sont des silos où on mettra donc toutes les matières premières pour le cru, où on dosera le fer, la mine, et ainsi de suite. En 3, c'est le broyeur à cru, donc le broyeur à cru vertical, qui broiera la matière première. Et donc en 4, le silo avec la toile d'arrêt, l'étoile au-dessus en rouge, donc c'est le silo de Préhomo. Aujourd'hui, il y a 6 silos, bon, demain il n'y en aura plus qu'un de 9900. Et à la sortie du silo d'homogénéisation, donc on envoie la matière dans la tour à cyclone, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, la tour à cyclone et la précalcination. Je vous décrirai comment ça fonctionne. Bon, et ensuite, donc en 5, le bleu, c'est le four. Le refroidisseur qui se trouve au bout du 5 sur la gauche. Et le 8 et le 9, ce sont les stockages de CSR, c'est-à-dire qu'au niveau du 8, ce sera des CSR grossières qui iront à la précalcination. Et en 9, ce sont des CSR plus fins qui seront utilisés à la tuyère. Parce que plus c'est fin, mieux ça brûle, et donc au niveau de la tuyère, il faut toujours pareil, il faut toujours que ça soit stable, donc plus c'est fin, mieux ça brûle, et donc plus on maîtrise la cuisson. Et ensuite, le numéro 10, donc ce sera les bureaux, la salle de contrôle, le laboratoire. Enfin, essentiellement laboratoire et salle de contrôle, et quelques bureaux. Voilà. Donc là, c'est le fonctionnement d'une tour à cyclone. Alors, le fonctionnement d'une tour à cyclone, on va commencer, si vous voulez bien, par la droite. Le phénomène de cyclonage, c'est des gaz qui sont chargés en poussière, qui sont mis en rotation, et sous l'effet de la rotation, donc la matière elle est projetée vers l'extérieur par la force centrifuge. Et donc, vous voyez sur la partie gaz chargée en matière, la partie violette. Donc la partie violette, on voit que comme ça rentre tangentiellement dans un tube, les gaz sont mis en rotation et tournent autour de ce que l'on appelle une jupe qui descend dans le cyclone. Donc ils sont mis en rotation, donc la matière elle est projetée sur les parois, la matière descend et on obtient la partie orange. Et sur la partie, on a des gaz qui ressortent par le haut, donc on a des gaz propres. Enfin, propre. C'est pas un dépoussiérage parfait, hein, loin de là, mais ça permet de séparer malgré tout les gaz et la matière. Donc le principe de la tour à cyclone, c'est quoi? C'est la succession de ce phénomène-là. Donc la matière qui rentre par le haut en orange, elle rentre dans des gaz qui sont relativement propres, elle rentre dans le cyclone qui est au niveau le plus haut. Donc la matière descend en dessous de ce cyclone, les gaz propres s'en vont vers le broyeur à cru. Et puis au deuxième niveau, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que la matière rencontre les gaz propres qui viennent de l'étage inférieur, sont cyclonnés dans l'étage 2, et donc on a la matière qui ressort et les gaz qui ressortent. Bon, donc vous voyez qu'avec une succession de 5 étages comme ça, on a des gaz donc, qui globalement remontent la tour, on a la matière qui globalement descend de la tour, donc on a ce que l'on appelle un phénomène de contre-courant. Donc les gaz, eux, qui sortent du four et du refroidisseur sont chauds en bas et se refroidissent au fur et à mesure qu'ils remontent. Et la matière, elle, rentre relativement froide en haut, et quand elle rentre dans le four, donc elle termine de. Bon, voilà. Le point qui est notable par rapport à par rapport à une tour à cyclone, donc la tour à cyclone, c'est tout ce qui est sur la gauche, la droite là, de l'ensemble, et on a ce que l'on appelle la précalcination. Donc la précalcination, c'est quoi? C'est un apport thermique qui peut être fait au niveau de la tour, et cet apport thermique, il sera apporté donc, par les CSR et les CSS. L'objectif de la préca, c'est de permettre de brûler, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la DCSR grossier. Donc on pourra brûler des morceaux qui pourront représenter 50 mm. Donc ils seront déposés sur la partie basse. On voit le schéma de la précalcination qui est sur la gauche. Ils seront déposés sur la partie basse où on injectera de l'air chaud qui viendra du refroidisseur. Donc ces matériaux-là commenceront à brûler. Plus ils brûlent, plus ils sont légers.
Et à partir du moment où ils sont suffisamment légers pour être entraînés par le flux ascendant de gaz, ils s'envoleront et ils brûleront en montant la crosse qui est là et qui redescendront après pour descendre dans le cyclone numéro 5 qui est en bas. Est-ce que c'est à peu près clair? Bon, je vous laisse. Est-ce que je peux permettre une question? Vous avez d'autres interventions? Pardon, je pouvais permettre une question, mais vous avez peut-être pas fini, monsieur. Non, allez-y, bien sûr, avec plaisir. Non, mais juste si vous avez pas fini. Non, j'allais passer au point suivant. Ok. Non, je voulais juste savoir, par curiosité, si qui d'entre vous connaît la cimenterie? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui connaissent déjà le fonctionnement de la cimenterie? D'accord. Donc si on fait l'inverse, qui ne connaît pas? Ok. Et donc, autre petit sondage comme ça rapidement, parce qu'en fait, moi je vous remercie vraiment, je trouve qu'à chaque fois c'est très clair la façon dont vous présentez. Ceci dit, moi je ne connais rien du tout en cimenterie, il a fallu quand même au moins 3-4 présentations pour commencer à comprendre. Donc je comprendrais tout à fait, parmi vous, il y en a qui ne pas qui parmi vous se sentirait de réexpliquer ce qu'il vient d'entendre à sa famille au repas ce soir. Je vous passe le micro aussi. Je ne sais pas aussi précis. Mais... Ah d'accord, mais quand même, c'était quand même très clair. 2 personnes? Il est très difficile de comprendre le fonctionnement d'un cyclone. Donc il y en a 2 parmi vous, là, il y en a 2 ou 3? Surtout là où on cherche à un moment donné, c'est le but. C'est vraiment le but. Et c'est là toute la partie maîtresse. C'est là où il faut. Ok, donc ça peut peut-être introduire des questions, tout ça, mais. Justement, on va poser des questions. Le principe, comme l'a dit Bernard, du cyclone, c'est un échange de chaleur entre les gaz chauds qui viennent du four et la matière froide qui vient du feu. Donc, dans le cyclone, c'est les gaz et la matière qui arrivent, ce qu'on appelle la jupe, donc le tube plongeur qui est au milieu. Vous avez le cyclone. Le cyclone, c'est ce que vous avez chez les aspirateurs d'azote, on en a tous aujourd'hui. Donc, c'est exactement la même logique, sauf que ça sert à dépoussiérer. Là, ça sert justement à avoir un échange thermique entre l'un et l'autre. Donc, matière sous forme de flux et gaz arrivent dans le cyclone. La jupe est au milieu. Les gaz, pour sortir du cyclone, doivent passer par la jupe. Donc, ça tourne autour. Et pendant que ça tourne autour, vous avez un échange thermique qui se fait entre les gaz et la matière. La matière, par effet de gravité, descend sur la partie basse du cyclone. Les gaz, par effet de dépression, passent sous la jupe et vont aller au cyclone supérieur. Et donc, au fur et à mesure que vous descendez les étages, la matière se réchauffe. Au fur et à mesure que vous montez les étages, les gaz se refroidissent. Et c'est comme ça, au final, que vous arrivez à monter en température votre matière, dans ce qu'on appelle, donc la tour à cyclone, c'est ce qu'on appelle un préchauffeur, puisque c'est préchauffé avant d'être fini d'être chauffé dans le four. Et dans le four, justement, c'est là qu'on va avoir le fameux mariage entre la silice et la chaux pour créer donc, notre orange artificielle qui est prête. Ça, on va pas ce soir, c'est moche. Ok, merci. Donc, on peut passer aux différents scénarios. Donc, les différents scénarios. Donc, il y a plusieurs scénarios en fait, qui correspondent aux différentes possibilités pour le site. Bien évidemment, celle qu'on retient et qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le scénario 1. C'est le projet que l'on a appelé Airvo 2025. Donc, la logique de la tour avec l'après-calque de la tour. Le deuxième scénario, c'est le maintien au final des installations actuelles. Si on maintient aujourd'hui les installations en l'état, en considérant la dynamique du marché et l'évolution sur les réglementations environnementales dont on a parlé, déjà, dans un premier temps, la dynamique du marché fait qu'on aura recours à un calcaire extérieur, on l'a aujourd'hui, de façon à jouer avec la dynamique du marché tel qu'elle est. Et le deuxième, c'est qu'on aura vraisemblablement des difficultés à tenir les limites des émissions autorisées à partir du moment où la réglementation est venue. Donc à terme se pose, on constate qu'on entrevoit déjà une logique de perte de compétitivité et même une question sur la pérennité du site à terme. On voit déjà que le scénario 2, à terme, va basculer. Nous, on part sur la logique du scénario 1, bien évidemment, mais sinon, il basculerait à terme vers le scénario 3 ou le scénario 1. Le scénario 3, c'est la transformation du site en centre de voyage.
Ça veut dire en clair, on ne fait plus de claquer, on importe la totalité du claquer, et puis on voit le schéma que je vous ai présenté, que l'on peut voir chez certains compétiteurs. Donc ça inclut déjà une perte de savoir-faire industriel et une perte d'indépendance aussi locale au niveau des matières premières qui nous serviraient à construire à fournir le ciment, je dirais, qui est nécessaire à l'aménagement et au développement du territoire. Le claquer, on peut l'importer. De fait, comme il ne sera pas fait avec les meilleures techniques disponibles, peut-être qu'on peut les avoir sur le projet, l'empreinte CO2 serait supérieure à celle du projet. Et dernièrement, les pertes d'emploi, les pertes de valeur ajoutée et retombées économiques sur le territoire seraient notables, puisqu'on serait plus que sur la fin du process, là où aujourd'hui on a tout. Le scénario numéro 4, plus de broyage, plus de production claquer, plus de broyage, juste une logique de stockage par silo et en séchage. Donc là, vous imaginez, on est vraiment sur le scénario, le schéma économique totalement en rupture avec notre projet, d'ailleurs, qui est vraiment à plus faible valeur ajoutée. Et donc, la gestion d'emploi, que ce soit direct ou indirect, particulièrement importante. Bernard, maintenant, va vous présenter les incidences du projet qui sont calculées. Donc, il y a une étude d'impact qui a été réalisée par un bureau d'études agréé indépendant. Donc, c'est une étude d'impact, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une analyse de l'état initial des incidences, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui, et une projection des incidences que le projet apportera in fine lorsqu'il sera construit. Donc, si on prend le premier, parmi les points qui ont été regardés, donc un milieu physique, bon, le projet va évidemment générer une artificialisation de surface supplémentaire, et on a modifié le PLU pour des raisons de conformité du PLU et des besoins que nous avons. Le point culminant de l'usine, donc ce sera la tour à cyclone, enfin pas la tour à cyclone, mais la cheminée qui sera à côté de la tour à cyclone. La cheminée sera à environ 135 mètres par rapport au sol de l'usine où elle est, enfin là où elle sera. Et la tour à cyclone fera à peu près 130 mètres, quelques mètres en dessous du haut de la cheminée étant évidemment le point le plus haut. Donc la tour, elle sera posée sur un sol qui est à 92 mètres NGF, c'est-à-dire le niveau général zéro, enfin le niveau zéro de la France. Donc ça fait au total, la cheminée sera à 230 mètres niveau NGF. OK? Bon, alors si on compare par rapport à ce qui existe à côté, c'est-à-dire aux éoliennes, les éoliennes, quand la pale est en haut, elle est à environ 300 mètres de haut. Donc la tour se verra, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il y a environ 70 mètres d'écart en dessous des éoliennes qui sont à côté. Les éoliennes, l'inconvénient qu'elles ont, c'est qu'elles sont à un niveau de base qui est supérieur à la future tour à cyclone. Donc dans l'intégration paysagère, bon, vous connaissez la zone ici, on a des grandes plaines, surtout côté nord et est. Donc évidemment, la tour se verra. Donc il y a enfin, elle se verra d'un peu partout. Donc on a fait des photos et on va compléter ces photos-là pour donner ce que l'on verra en différents endroits autour de l'usine. Sur la place d'Ervaux, place Saint-Pierre, on verra rien parce qu'évidemment ça sera caché par le Bon, le milieu humain, donc il y a le patrimoine. Bon, a priori, on n'aura pas d'incidence sur le patrimoine culturel et archéologique. Au niveau de la qualité de l'air, évidemment, on aura, suite à ce que Bruno a dit tout à l'heure, on aura une baisse des émissions de SO2 par l'intermédiaire du laveur de gaz.
Donc on récupérera le soufre qui est dans la carrière, on le récupérera dans l'usine en partie, en grande partie, et on l'utilisera pour le mettre dans les ciments. Donc tout ce que l'on récupérera, évidemment, ça ne sortira pas à la cheminée. Ensuite, pour les NOx, Bruno vous l'a dit aussi, donc il y aura un abattement par l'intermédiaire d'eau ammoniacale. Donc on aura des émissions de NOx qui seront un peu plus basses que celles d'aujourd'hui, sachant que les seuils d'aujourd'hui, on a quelques difficultés à les respecter. En ce qui concerne la circulation routière, donc le flux routier va évoluer, hein, parce que on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'apportera plus de clinker de l'extérieur, c'est nous qui le produirons. Donc évidemment, ça fera des camions en moins. Les camions en moins, ça sera aussi le charbon et coque que l'on n'apportera plus, les matières fossiles que l'on brûlera, donc ce sera du gaz. On en brûlera beaucoup moins qu'aujourd'hui en termes de pourcentage, mais donc ça viendra par tuyau, donc il y aura moins de camions. L'augmentation se fera sur les CSR. Évidemment, les CSR, aujourd'hui, on en brûle 10 000 tonnes. Demain, on en brûlera 10, 12 fois plus. Donc, évidemment, il y aura plus de camions de CSR. Donc, globalement, sur le trafic routier, en ce qui concerne les approvisionnements et les expéditions, ça devrait s'équilibrer, sachant que ce qui sortira de l'usine, ça sera, en fonction du marché, évidemment, on ne fera pas sortir de camions s'il n'y a pas de 6 mois avant. Voilà. On a fait une comparaison par rapport à l'année 2007 qui a été l'année phare en termes de vente. Globalement, il y a une augmentation légère par rapport à l'année 2000. Il y aurait, si on tourne à pleine capacité avec la nouvelle usine, il y aurait une légère augmentation par rapport à ces années-là du trafic. On peut le dire ainsi, pour donner une. Merci. Alors, pour donner une idée sur les axes principaux, les 4 axes qui partent de Vervaux, on estime que c'était entre 1 et 2 camions à l'heure en plus par rapport à 2007. Ça donne une idée à peu près de la densité supplémentaire qu'on pourrait avoir, dans la mesure, encore une fois, où on tourne à pleine capacité, du fait de la différence entre les entrants et les sortants, comme vous expliquez là. Ensuite, parmi les autres points qui ont été regardés, bon, c'est la biodiversité. Donc, pour construire le nouveau four, il y a une partie qui va être défrichée. Je cherche le mot. Donc, sur la partie défrichée, les enjeux sont faibles ou modérés. Il n'y a qu'un endroit où il y a des enjeux forts qui sont ponctuels sur un chemin qui est enherbé et il y a une source pétrifiante. Donc, ça, ce sera des zones qui seront évitées de telle sorte à ce que ça subsiste tel que ça existe aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la partie sud de l'usine d'aujourd'hui pour ceux qui connaissent. Après, il y a les effets lumineux qui ont été évidemment regardés. Alors la lumière, on met beaucoup de lumière sur les usines. Bon, l'objectif, c'est pas d'éclairer l'usine, mais l'objectif, c'est pour la sécurité, hein, évidemment, qu'à partir du moment où il y a des gens qui circulent dans l'usine, aussi bien le jour, mais en particulier la nuit. Donc évidemment, il y aura des effets lumineux. Donc les feux seront dirigés vers le sol au plus près des zones de circulation, soit piétonnes, soit des véhicules. Le bruit, donc ça a été regardé. Bon, il y a eu des modélisations qui ont été faites pour le bruit avec les nouvelles machines qui existeront. Donc les émissions sonores de ces nouvelles machines, bon, elles sont estimées à ce jour. Celles qui provoqueraient des dépassements en limite de propriété seront insonorisées soit par des panneaux, soit par un autre système, de telle sorte à ce que les émissions sonores en limite de propriété soient correctes et respectent la réglementation. Si, au démarrage de l'usine, les premières mesures de bruit qui se feront en limite de propriété ou en zone d'émergence réglementée seront conformes, évidemment, on corrigera les machines les plus bruyantes, de telle sorte qu'on les protégera, parce qu'on ne protégera pas la machine, on les calfeutrera de telle sorte à ce que le bruit en limite de propriété respecte les seuils. En ce qui concerne les odeurs, donc actuellement, l'un des problèmes qui est soulevé à Arvaux, ce sont les odeurs de soufre, hein, quand le ciel est bas et que le vent est bien orienté.
enfin ou plutôt mal orienté. Il y a des odeurs de soufre qui peuvent apparaître. Donc là, avec le laveur de gaz, donc on va baisser les concentrations de SO2 dans les fumées, les odeurs, on devrait maîtriser les effets olfactifs. Pour l'eau, bon, l'eau potable, il n'y a pas de raison du changement, hormis pendant la phase chantier où il y aura beaucoup de monde, mais pendant la phase d'exploitation, après de l'usine nouvelle, l'eau potable, comme elle est utilisée pour le personnel, donc il n'y aura pas de changement notable. Et pour la consommation d'eau industrielle, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la situation actuelle, on met 12% d'eau dans la matière à l'entrée du four, donc ce qui fait une grosse consommation d'eau. Demain, on ne mettra plus cette eau dans la matière, mais on mettra de l'eau au niveau du laveur de gaz. Grosso modo, entre le laveur de gaz et ce que l'on consomme aujourd'hui pour la granulation, ça sera divisé par deux. Et puis dans la phase chantier, donc durant toute la période de chantier, l'usine actuelle continuera de fonctionner, comme l'a dit Bruno tout à l'heure. Il y aura deux zones bien distinctes qui seront définies. Il y aura la zone chantier qui sera délimitée avec des barrières. Le personnel Simon Calcia pourra peut-être aller visiter, mais ne pourra pas aller sur le chantier faire une petite balade. Ça sera organisé. Et puis vice-versa, pour les personnes qui travailleront sur le chantier, ils n'auront pas le droit de venir dans l'usine qui est en fonctionnement. Et donc il y aura une base vie qui mesurera 4,2 hectares. Donc ça fait partie de la zone rouge que Bruno a présentée tout à l'heure. Sur la base vie, à un moment donné, il y aura 1200 personnes au maximum sur le chantier. Quand ça tournera en 3-8, bon, il y aura 1200 personnes sur le site au même moment, mais ça fait 1200 divisé par 3, grosso modo. Bon, vous voyez ce que ça fait. Bon, puis évidemment, pendant la phase chantier, il y aura des grues. Hein, il y aura une grande grue pour monter la tour, qui se verra relativement loin. Voilà. Et je dis tout ce qu'il fallait. Relativement complet, merci Bernard. Juste pour préciser avant qu'on finisse sur la présentation, les chiffres ont été donnés assez rapidement sur les trafics notamment. Donc, dans le dossier de concertation qui est à votre disposition à peu près partout sur le territoire et aussi à l'usine et sur le site internet, vous retrouvez la carte avec le détail des chiffres qui vous a été donné. De la même manière, sur les photomontages auxquels Bernard faisait référence pour montrer en fait l'intégration de la tour dans le paysage herbaudé, vous avez aussi dans le dossier de concertation et sur le site internet de premiers photomontages qui ont été réalisés, d'autres sont en cours et pourront potentiellement être précisés s'il y a des besoins qui sont exprimés. Mais les éléments qui vous ont été communiqués à l'oral existent bien dans la version papier, donc si vous avez la curiosité d'aller les voir en vrai plus précisément, le site internet bien sûr et le dossier est à votre disposition à l'entrée de la salle, il y en a même deux, donc si en sortant tout à l'heure vous voulez en prendre connaissance, n'hésitez pas bien sûr à le faire. Désolée pour la parenthèse, je vous ai coupé, mais ça me semblait important de le préciser. Merci. Rapidement, donc, un point porté par la communauté de communes donc, sur la mise en conformité mise en compatibilité du document d'urbanisme, donc du PLU. Donc, une concertation a eu lieu du 12 avril au 12 mai. Vous avez la slide qui donne globalement l'évolution des étapes à suivre. Donc en juillet 2021, la communauté de communes devrait apporter le dossier à la mission régionale de l'autorité environnementale, la MRAE. Et puis après, il y a une instruction qui suit jusqu'à fin 2021 pour une enquête publique conjointe justement à voilà, je me permets de parler pour la communauté de communes dans une logique de pure logistique de micro. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus d'éléments à dire. On arrive du coup sur le temps d'échange. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Bernard pour cet exercice très pédagogique, long aussi pour vous, mais très très utile à bien comprendre. On va pouvoir prendre quelques questions. Sur le volet urbanisme, je veux juste vous dire que le dossier, le bilan de la concertation liée à l'urbanisme, qu'on a fait il y a 2 mois maintenant, est en annexe dossier de concertation dans les lieux d'information que vous pouvez avoir, les mairies. Donc si vous souhaitez évidemment le consulter pour voir la nature de la concertation qui s'est conduite, vous pouvez.
Et sur le site internet aussi de la communauté de communes, le bilan est à votre disposition. Voilà, j'en termine avec les compléments, mais il ne faut pas oublier de les dire. Même si je ne ferai pas d'intervention prise avant de partir, et même si je ne pense pas que votre famille vous attend non plus au dîner avec, il me semble important d'être sûr que vous ne repartez pas avec des questions que vous n'auriez pas osé poser, ou qu'on n'aurait pas eu le temps de prendre. Alors, monsieur. Alors, deux questions. Vous avez parlé De l'eau ammoniaquée qui serait injectée au niveau de la tour. Elle va s'injecter où à peu près par rapport au Saint-Cyclone? Dans l'Africain, dans la grotte. En haut? Non, plutôt à l'intermédiaire. D'accord. Et puis j'en ai une autre aussi par rapport à l'eau de lavage. Est-ce que ça va être en circuit fermé ou ça va être de l'eau Oui, c'est de l'eau. Pour la partie refroidissement, donc il y aura un circuit fermé pour toute la partie broyage cru faux, un circuit de liquide réfrigérant. Et ce liquide réfrigérant sera maintenu en température basse par l'intermédiaire d'un gros frigo. Un gros frigo de 400 kW. Il a été question pendant un moment donné de mettre une TAF, une tour aéro-réfrigérante. Bon, les contraintes administratives pour les tours aéro-réfrigérantes sont relativement importantes, donc on a décidé de mettre un gros frigo qui, d'un point de vue énergétique, n'est pas forcément la solution la moins onéreuse, mais qui est une solution efficace pour maintenir l'eau de refroidissement à une température de 25-30 degrés. Juste, est-ce qu'on pourra avoir aussi la réponse sur la question de l'eau ammoniaquée, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait bien entendu. Moi, typiquement, je ne suis pas sûre de l'avoir eu, donc... Au final, l'eau ammoniaquée sera injectée à plusieurs points de la tour sur des zones qui sont comprises entre 950 et 1050 degrés. Donc, comme le dit Marin, on l'a aussi. Au niveau de la flèche bleue, là. Ouais. À une certaine hauteur, à ce niveau-là. Voilà. Il s'est injecté à deux endroits. Et toujours dans ce range de 950-1050 degrés, puisque c'est là que les H3 les nourrissent. Et le silo actuel est conservé? Oui. Oui. Le silo actuel est conservé. C'est une discussion de spécialistes. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on est tous capables de poser ces questions. Monsieur. Je veux juste savoir si en fait il y avait une réflexion qui avait été faite par rapport aux axes-routiers desservant la route, donc existant aujourd'hui pour les colonis. Est-ce qu'à l'avenir, et on va travailler dessus, on va partir sur le principe qu'on garde cela? On ne change rien à ce niveau-là. Alors, les axes routiers, c'est au sens aménagement des voiries, etc. En fait, aujourd'hui, les axes. Territoire, pas à l'intérieur de l'usine. Non, territoire. Territoire. Donc, est-ce qu'il y a des discussions aujourd'hui qui sont liées à ces sujets-là aujourd'hui déjà ou pas? Et côté territoire, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse qui sont apportés à l'échelle de la Comcom ou du département aujourd'hui sur les voiries aérodènes. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse à fournir? Dans le cas du projet, il n'y a pas d'éléments particuliers à apporter. En termes de routière à attendre au Chili. Voilà. C'est potentiellement la nationale 149 qui, dans le cadre de son aménagement, pourrait passer plus au nord de Partenay. Mais à quel niveau on en est sur L'axe problématique, c'est bien sûr. Aujourd'hui, en fait, les véhicules qui vont servir à transporter les CSR, il y a beaucoup plus imposant que ce qui est aujourd'hui. Voilà, l'axe reste le même. Un passage de fait à l'axe aujourd'hui, avec des véhicules comme ça, c'est un sujet. En tout cas, c'est intéressant de poser le questionnement dans le cadre de ces questions-réponses, même si pour l'instant, c'est le jeu aussi, on n'a pas réponse à tout de suite. Mais en tout cas, la réflexion est entendue et notée, et elle interpelle le territoire. Donc, pour l'instant, pas de réflexion engagée particulière, si c'est des aménagements ponctuels selon les besoins. Voilà, mais par rapport à ce que typiquement, ça peut faire partie des aménagements ponctuels. Alors, on a eu la chance de recevoir les deux présidents successifs du département au sein de Calcia, et j'ai invité, ne serait-ce que ce midi, la nouvelle présidente à venir
se renseigner sur le projet Airco 2025, autour de la thématique du projet, mais aussi de toutes les incidences qu'il pourrait y avoir autour du conseil départemental. Les aspects routiers en font bien entendu partie, et à la fois la cimenterie, mais vous aussi en tant que transporteur et moi-même en tant que conseil départemental, je suis prêt à faire remonter les éléments par rapport aux difficultés d'accès sur Airco, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire qu'on va claquer des doigts et on aura une fois de voie à Airco, je ne m'engagerai pas ce soir dans cette mission-là. Mais après, étudier les problèmes bien particuliers les uns après les autres, je pense que le département regarde de l'implication de ce projet sur l'empreinte à la fois économique de développement du nord de Sèvres, mon reste de Sèvres particulièrement, on peut y regarder effectivement. Merci beaucoup pour ces précisions. Et là, monsieur. Bonsoir. Juste une question qui est, je ne sais pas si tu vas bien comprendre la question, mais cette cheminée, moi, elle me hérisse le poil, on peut m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il serait possible d'envisager un trompe-l'œil? Aujourd'hui, l'intégration paysagère est d'ailleurs un des points que l'on verra dans les différents ateliers qu'on a évoqués. Je pense que c'est celui de début septembre. Oui, même si le sujet peut être... voilà, on peut en discuter ensemble comme ce soir, mais effectivement, il y aura un point plus particulier sur l'atelier début septembre. Aujourd'hui, une logique de trompe-l'œil sur la cheminée, c'est un point qui resterait à regarder. On n'a pas des chiffres de couleur particulière par exemple, sur la cheminée. Ce qu'on a privilégié aujourd'hui, c'est une logique de transparence, en tout cas de la tour. Quand je parle de transparence, on est sur une logique de poutre et les éléments techniques qui sont milieu. Elle n'est pas fermée de façon à éviter justement qu'il y ait cette logique de Et effectivement, à l'occasion de l'atelier, on pourra aussi vous présenter des exemples de tours à cyclone et vous montrer effectivement cette idée de transparence, puisque là, on pourrait se figurer quelque chose de fermé en monobloc, ce qui n'est pas le cas en fait, c'est vraiment un tout. On voit les cyclones et il faut vraiment qu'on partage lors de l'atelier des principes visuels pour que vous puissiez mieux appréhender ce que ça va être et qu'on puisse justement échanger plus spécifiquement là-dessus. Les photomontages qui ont été réalisés justement permettent à chacun de voir sur différents angles du territoire quelle sera l'intégration paysagère de la tour. Et je vous invite à venir à cet atelier, je pense que c'est important pour justement comprendre exactement dans quelle mesure elle s'intégrera sur le paysage. Je répète, de partir si vite, vous étiez à côté. J'arrive. J'avais une question complémentaire concernant les eaux industrielles. Je sais que pendant la pensée qu'il y avait c'était de l'eau qui venait de l'usine du Cédron, les eaux chargées. Et donc, s'il n'y a plus de baisse forte de la consommation d'eau industrielle, j'imagine qu'au niveau du Cédron, si c'était pour le cas, la question va se retrouver au Cédron par ricochet. Est-ce que c'est une question? Aujourd'hui, on n'utilise plus les eaux du Cédron depuis quelques années, puisque au niveau du process, ça nous limite très fortement. Et notamment, on parlait plutôt d'optimisation de quantité d'eau. Les eaux étant chargées, la pulvérisation était moins efficace et donc on devait paradoxalement rouler plus. Donc on a arrêté la collaboration avec le Cédron sur cette logique-là, qui depuis a trouvé donc, une autre logique de valorisation du Cédron. Donc le choix actuel, c'est de ici. Oui, question, comment la matière va-t-elle faire monter en haut de la cheminée? On dit que la matière va rentrer par le haut. Oui. Comment Et sûrement automatique. C'est un système mécanique aéroglicière, donc ce sera une espèce de tube incliné sous lequel on envoie de l'air pour que la matière puisse descendre toute seule. Et puis ensuite, c'est un élévateur, donc un élévateur, je ne sais pas, comme une drague que l'on voit parfois au bord de la mer. C'est un principe de côté qui sera un peu rempli et qui monte les 130 mètres et qui déverse sur l'eau.
Il y a d'autres types de transport de matière de ce type-là, ce qu'on appelle le transport pneumatique. C'est-à-dire qu'on envoie la matière et de l'air. Il faut à peu près 1 mètre cube d'air pour transporter 1 kg de matière. Donc il faut des gros compresseurs derrière qui envoient la matière en haut. Ça serait possible aussi, mais là c'est plutôt c'est un transport mécanique qui est beaucoup moins énergivore que le transport pneumatique. Compresser de l'air, ça consomme beaucoup de kilowattheures. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sylvain? Moi, c'est plus sur la durée de la construction des travaux, une estimation. C'est une très bonne question, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Donc, on a appelé le projet Arvo 2025, puisque la construction, elle, la vocation est de démarrer l'usine en 2025. Aujourd'hui, donc le démarrage des travaux se ferait milieu de l'année prochaine, a priori, mi-2022. Et on a à peu près 2 ans de travaux. Autre chose, messieurs, dames? Est-ce qu'on est allé poser des questions? Non? Juste pour les emplois, est-ce que vous allez former les gens en avance? Est-ce que vous allez prendre les gens sur le terrain? Même des jeunes qui viendraient, qui se proposeraient des métiers? Est-ce que vous avez une pépinière comme ça que vous pourriez former? Et est-ce que vous avez pensé à ça? On va développer un plan de formation qui sera préalable au démarrage de l'usine. Il est important, quand on démarre l'usine, que les gens aient déjà le bagage nécessaire pour pouvoir justement la faire. Donc il y aura bien évidemment sur la phase de démarrage une assistance de la société qui aura créé, je dirais, la nouvelle usine. Et pour autant, on va commencer avec des formations préalables, qu'on a déjà aujourd'hui à l'ensemble d'outils pour apprendre, par exemple, aux opérateurs de machines sèches de pouvoir travailler sur le massage. Si on prend juste la partie production. Et il faudra multiplier cette même logique à chacune des disciplines, que ce soit la maintenance, la qualité ou autre. Oui, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Hein. Très honnêtement, aujourd'hui, on attend de voir quelle est la solution technique finalisée de la part des fournisseurs pour pouvoir mettre en correspondance cette formation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on doit engager bien à l'amont. Si je peux me permettre, il me semblait que c'était la question de l'interne et de l'externe, monsieur. Formation en interne et formation en externe. Il y a l'interne, sans doute. Donc là, vous parlez de l'interne, mais j'ai l'impression que dans votre question, il y avait aussi l'externe. Et voilà, est-ce que... Pareil, on définira quelles sont les formations externes les plus appropriées à partir du moment justement où déjà la solution technique sera finalisée après qu'il y aura la population. Et de fait, il y aura un ensemble de formations. Alors, sous quelle forme aujourd'hui? Vous l'avez compris, ça reste à définir. Mais il y a vraiment ça. Autant eu des questions cette fois-ci. Ce n'est pas une invitation à s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Pendant que vous les cherchez, je vous rappelle juste que le compte rendu complet de la soirée sera évidemment proposé à tous et disponible sur le site internet de la concertation autour du projet Arvo 2025. C'était une réunion de lancement qui était en même temps en visioconférence pour celles et ceux qui le souhaitaient. Ce soir, vous avez tous fait le choix d'être avec nous, donc nous n'avons pas de connexion particulière, mais comme toutes les réunions, elles sont toutes à la fois sur place et à distance. Donc pour les prochaines, si toutefois vous avez la possibilité à vous déplacer, il y a toujours moyen de contribuer lors de ces rencontres au moins en visioconférence, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, des remarques, on vous l'a expliqué tout à l'heure, vous avez l'adresse des garants si la question leur est adressée plus spécifiquement. Vous avez l'adresse mail de la concertation, bien sûr, le site internet, tout autant de registres et de possibilités de contribuer. Donc, investissez-les, elles sont là pour justement vous faciliter la vie. Si on n'a pas d'autres questions, on va proposer, alors je vais récupérer le micro pour le donner à nos garants. Voilà. On va vous proposer, si vous souhaitez, alors je pense qu'il est ouvert. Voilà, peut-être de donner un dernier mot des garants avant de clore cette soirée. Simplement vous remercier de vous être déplacés, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir le temps d'échange comme ça en direct. Merci à vous, merci aux intervenants, toujours aussi clairs, et à l'animatrice, à l'avocat. Écoutez, moi, simplement, je vous invite à en parler, à parler du site internet, à ne pas hésiter à contribuer.
n'a pas hésité à poser d'autres questions, parce que sans doute ce soir au repas, vous allez vous dire, mais est-ce que ça, j'ai vraiment compris? Donc ça peut toujours être intéressant effectivement comprendre déjà le projet, mais aussi vous avez commencé à poser des questions au sens, c'est important, c'est un projet très technique, mais c'est un projet qui a une implication sur le territoire, sur les façons de se déplacer, sur les aspects économiques et sociaux. Donc là, vous avez tous une expertise aussi et peut-être des choses à proposer, donc n'hésitez pas, la concertation est là pour ça. Voilà. Merci Madame Simon. Vous voyez s'afficher derrière moi les prochaines rencontres en juillet. Les temps de rencontre un peu plus directs comme on les a ce soir sont l'occasion vraiment d'aller beaucoup plus loin avec le premier atelier lundi prochain. Nous allons opérer ensuite une petite trêve estivale méritée pour tous, mais néanmoins la concertation continue sur le volet numérique avec le site internet qui continue de recevoir des contributions et vos questions auxquelles nous répondrons en dépit de la trêve estivale, mais les rencontres véritablement redémarreront à partir de fin août. Donc prochaine rencontre pour nous retrouver sur un thème plus précis. Lundi prochain, n'hésitez pas à vous inscrire. Le format atelier, tout comme les visites guidées, sont des formats sur lesquels on a un besoin d'anticiper le nombre de présents. Donc parlez-en autour de vous. Motivez les troupes à venir partager ces moments, mais inscrivez-vous quand même avant pour qu'on puisse bien préparer votre accueil. Tout à fait. Pour les visites guidées, vous avez plusieurs moyens de vous inscrire, mais voilà, votre question est bonne, je vais pouvoir le préciser. Sur tous les documents qui vous sont mis à disposition, vous retrouvez à la fois l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire aux visites. Vous avez aussi un numéro de téléphone dédié aux inscriptions sur lequel vous pouvez appeler tout simplement et puis donner la date à laquelle vous souhaitez venir faire la visite, le nombre de personnes qui constitueront votre groupe. Vous le comprendrez assez facilement, ce sont des visites qui sont par petits groupes. Donc vous aurez une heure, un horaire à définir avec la personne qui vous répondra. Voilà, ça se fait de manière assez simple. Et je vous invite plutôt à aller sur la solution téléphonique, même si le numérique aujourd'hui est simple, mais bon, humanisons un petit peu tout ça, parce qu'au moins vous pourrez poser vos questions, la personne qui sera au téléphone pourra vous expliquer, voilà, il y aura quelque chose d'un peu plus précis, les visites ça reste un exercice particulier, donc n'hésitez pas à appeler, on est à votre écoute. Voilà. Bruno, mot de la fin, de la vraie fin. Nous tenions juste à vous remercier pour la présence et l'intérêt que vous portez à cette réunion, au-delà de ça, à notre projet. Vous avez compris, c'est un projet qui est vraiment très important pour nous. Il nous tient à cœur, donc voilà, on a plaisir de voir que cet intérêt est partagé. Je vous remercie. Une bonne soirée.